à Isabella, à John, de me donner l'occasion de partager avec vous cette découverte fantastique du livre The Silent Sex, dont vous voyez là la couverture et qui, je crois, est disponible ici pour ceux et celles qui voudront l'acheter. Il a été rédigé par deux auteurs, Tali Mendelberg, qui est à l'université de Princeton, et Chris Karpovich, qui est professeur de sciences politiques à Brigham Young University. Et tous les tableaux que vous allez voir vraiment rendent compte de l'expérience qu'ils ont faite et dont ils parlent dans ce livre. Ah, ça marche bien. Donc, la Belgique est primée dans la clause de l'européenne la plus favorisée, cette initiative de Gisèle Halimi qui compare les contextes législatifs de tous les États membres de l'Union européenne dans 5 domaines qui concernent la vie des femmes et qui identifie dans chacun de ces domaines quelles sont les lois les plus protectrices de l'égalité, les plus avancées en termes d'égalité hommes-femmes. Et la Belgique est considérée comme le bon exemple pour ce qui est de la présence des femmes dans la vie politique. Et effectivement, notamment parce que l'égalité est inscrite dans notre Constitution aux articles 10 et 11 bis. Voilà. Les quotas font leur chemin dans la vie politique d'abord, puisque depuis 2002, il y a une loi qui force la parité sur les listes électorales, et même si l'alternance n'est exigée qu'au sommet de la liste et pas tout le long. Dans le monde judiciaire, en 2014, il y a maintenant une contrainte d'avoir 30% de personnes de chaque sexe au minimum à la Cour constitutionnelle. Au niveau des entreprises, on sait qu'il y a maintenant cette contrainte sur les entreprises cotées en bourse, les entreprises publiques autonomes et la loterie, d'avoir au moins 30% de femmes au conseil d'administration. Dans le monde académique, il y a, sur la base des injonctions et des encouragements de l'Union européenne, et je salue la présence de Viviane Willis ici, qui est en charge maintenant de la promotion de l'égalité dans la recherche scientifique au niveau de la Commission européenne. Il y a donc, mais ce sont des dispositions en dessous du niveau législatif, des recommandations, et certaines institutions universitaires, effectivement, incorporent des quotas au niveau des comités de sélection. Donc la question se pose, puisque les quotas font leur chemin, quel est leur effet? Est-ce qu'ils sont efficaces? Et comment, quand des femmes participent à un groupe et à une discussion, comment est-ce qu'elles influencent ces discussions? Et que représente cette expérience pour elles de participer à des réunions, puisqu'on leur fait une place dans ces réunions? Donc quelle est la dynamique de la délibération? Parce qu'on voit que les nombres peuvent ne pas toujours être assez. Ici, on voit même des femmes en minorité. On a 3 femmes, un homme. Vous voyez l'attention que portent les femmes à ce que dit cet homme. Voilà. Voilà quand une femme parle, ce qui se passe. Je ne sais pas si vous allez dire que j'ai trouvé la seule photo qui ne représente pas la réalité, ou si vous allez être d'accord que ça représente quand même des situations que nous avons tous rencontrées. Voilà. Donc la question qui se pose pour nous, c'est quand est-ce qu'on attire l'attention des hommes? Est-ce quand on parle ou est-ce quand on passe? Et sur cette base, ça vaut la peine de se demander donc quelle est l'efficacité des quotas. Est-ce que c'est utile ou est-ce que ça nous force finalement à passer du temps dans des réunions qui correspondent à une perte de temps? Et c'est par rapport à cette question que ce livre est fantastique, parce que donc il rend compte d'une expérience qu'ils appellent ça l'expérience de justice délibérative. Donc, ça implique 94 groupes, je commence par la ligne d'en dessous, 94 groupes de 5 personnes et 470 personnes donc ont participé. C'est une expérience qui a été menée aux États-Unis, ce sont des non-latino whites, pour essayer vraiment d'isoler la part du rôle, du fait d'être une femme ou un homme, et pas d'avoir les effets de race et de classe qui se mélangeaient à ça. C'était sur 2 sites, un site plus libéral et un site conservatif, et tous les résultats dont je vais parler ont été contrôlés par rapport aux préférences des uns et des autres. Donc bien sûr, il y a des femmes plus conservatrices et des femmes plus progressistes et la même chose pour les hommes. Et donc les résultats dont je vais parler, c'est vraiment ce qui reste, le résidu pur gender, je vais dire, une fois qu'on a neutralisé ces effets-là. Ce sont des étudiants. Et la moitié des groupes, on a assigné à ces groupes en fait la même décision. Ils devaient, à 5, décider, ils avaient chacun
on leur attribuait un rôle et ils avaient un certain revenu lié à cette fonction. Et ils devaient choisir entre 4 scénarios. Le premier, c'était de maximiser le revenu minimum, c'est-à-dire le revenu minimum était fixé à 80% de la moyenne des revenus du groupe. Premier scénario, donc maximiser le floor, comme ils disent. Le deuxième scénario, c'est pas de redistribution, pas de taxe. Chacun garde ce qu'il a gagné, après tout, c'est ça, la justice. Le troisième scénario, c'était fixer un salaire minimum. Et le dernier scénario, c'est fixer une contrainte entre le plus riche et le plus pauvre. Donc, écrêter les extrémités. Donc, chaque groupe devait choisir parmi ces 4 scénarios quel était le scénario préféré, et il devait aussi fixer le salaire minimum. Et donc, la moitié des groupes devaient décider à la majorité, et la moitié des groupes devaient décider à l'unanimité. Et donc, ces groupes avaient des compositions hommes-femmes qui variaient de 0 femmes, 5 hommes, à l'inverse, en passant par toutes les graduations. Et ils ont toutes enregistré, analysé, qui interrompt, les dynamiques, etc. Donc, voilà à quoi ressemblait l'expérience. Cette conversation durait en gros 2 heures à 3 heures. Avant, il y avait un questionnaire pour vérifier quelles étaient les préférences politiques des uns et des autres. Et après, il y avait un questionnaire pour voir quel était le ressenti. Et voilà. Je vais vous présenter les résultats de cette expérience selon 4 dimensions. Le premier, c'est le temps de parole. Qui parle combien de temps? Ensuite, la dynamique de la discussion. On s'interrompt positivement, négativement. Le contenu de ce qui est dit par les uns et les autres et le résultat, la décision qui est prise par les groupes. Voilà, on part pour d'abord le temps de parole. Alors, voilà ce tableau. On va se familiariser un peu avec ce tableau. Donc ça, c'est le temps de parole pour les groupes qui décidaient à la majorité. Sur la première ligne, vous voyez donc des groupes où c'était 5 hommes, 0 femmes. Et là, bien sûr, chaque homme parle 20% du temps. C'est une moyenne. Donc ça, c'est tautologique, cette ligne-là. La ligne d'en dessous, 4 hommes et une femme. Les hommes en moyenne parlent 21,8% du temps, la femme parle 13%. Et ça, c'est absolument significatif en termes statistiques, donc vous voyez les 3 étoiles. Les 3 hommes et 2 femmes, 22% du temps en moyenne par homme et 16% pour la femme, etc. Donc vous voyez comment ce tableau est construit. La première chose que je vous invite à remarquer, c'est que le temps de parole, l'égalité du partage du temps de parole augmente au fur et à mesure où le nombre de femmes dans le groupe augmente. Puisque c'est quand il y a un homme et 4 femmes qu'au fond, tout le monde parle 20% de son temps. C'est à ce moment-là que chacun a sa juste place en tant que personne. Et puisque cette ligne-là, un homme, 4 femmes, vous voyez qu'il n'y a pas d'étoile dans la significance, donc le 18, 3, le 24, ça pourrait aussi être 20, 20 en fait. Donc ça, c'est le premier constat. Plus il y a de femmes, plus le temps de parole se répartit équitablement entre les participants à la discussion. Ah oui, c'est par là. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune symétrie dans le comportement des hommes et des femmes quand ils sont majoritaires ou minoritaires. Donc, ça n'est pas le fait qu'on est majoritaire qui compte, mais c'est selon qu'on est homme ou femme, on ne va pas se comporter pareil. Pourquoi? Un homme seul, dans un groupe qui décide à la majorité, prend sa place, il a 20%, il parle 20% du temps. Une femme seule, dans un groupe qui décide à la majorité, parle 13% du temps. Donc, maintenant, on va voir ce qui se passe à l'unanimité. Donc, à l'unanimité, voilà le tableau. Donc, vous voyez qu'un homme et 4 femmes, dans un groupe qui décide à l'unanimité, ils parlent 30% du temps, 28,9%. La femme seule dans ce groupe, donc là, d'abord, oui, on peut remarquer que l'inégalité du temps de parole augmente avec le nombre de femmes. Donc là, plus il y a de femmes, on arrive évidemment à cette ligne où il y a ce point rouge, où l'homme seul, quand on doit tenir compte de son avis, puisqu'on décide à l'unanimité, parle 20%. La femme, quand elle est seule et qu'il faut tenir compte de son avis, à ce moment-là, elle atteint 17,9%, ce qui est mieux que les 13% qu'elle parle quand on est à la majorité, qui est en dessous de 20, mais je dois dire qu'effectivement, ça n'est pas nécessairement signifiant au niveau statistique, donc ce en dessous de 20, on peut l'oublier. Mais disons qu'il faut, pour les femmes, pour qu'elles soient entendues par les hommes dans une réunion, il faut en arriver à imposer l'unanimité pour qu'elle ait simplement sa place. Alors, le deuxième temps, c'est la dynamique de la discussion. La dynamique de la discussion, ils ont regardé... Bon, d'abord, notons que les interruptions dans une discussion peuvent être positives, c'est-à-dire, ah oui, c'est intéressant, continue, va plus loin. Ou ça peut être du body language qui va de ce sens, ou évidemment, ça peut être négatif, de nouveau, verbal ou body language. Donc, ça, c'est la première chose. On peut noter que quand les interruptions sont positives, au fond, celui qui interrompt et celui qui est interrompu, tous les deux gagnent en pouvoir. Il y a quelque chose d'un empowerment mutuel.
Tandis que quand l'interruption est négative, évidemment, celui qui interrompt prend le pouvoir sur celui qui est interrompu. Alors, les auteurs ont regardé ce qui se passe selon que les interruptions étaient élaborées ou pas élaborées. Quand on interrompt de façon négative, si on... Pardon, je vais commencer par le positif. Si on interrompt de façon positive mais élaborée, c'est une façon de dire ce que tu dis m'intéresse, mais voilà ce que j'ai à ajouter à ce que tu proposes. Donc c'est une façon de partager, de construire ensemble. C'est moins, politiquement parlant, je dirais, c'est moins un support inconditionnel que du positif non élaboré. A l'inverse, en négatif, quand c'est négatif sans être élaboré, c'est vraiment un comportement dominant et agressif. Voilà. Tandis que quand c'est négatif et élaboré, je ne suis pas d'accord parce que ça montre effectivement un respect par rapport à celui qui est interrompu ou celle. Donc, quand on élabore sur le négatif, ça adoucit l'hostilité, tandis que quand on élabore sur le positif, ça divertit l'attention et c'est un support qui est moins franc et massif que quand on supporte positivement sans élaborer. Bon. Dans le livre, ils font une méta-analyse de 43 études. Et là, ce qu'on apprend de ces études, et ça ne fait pas partie de l'expérience, c'est que donc des études ont montré que les hommes dans les conversations ont plus tendance à faire des interruptions négatives et moins d'interruptions positives que les femmes. On voit qu'ils parlent plus longtemps que les femmes. On voit que les femmes perdent de l'influence si elles sont trop assertives, parce que quand elles se rendent compte qu'elles veulent... voilà, donc elles interprètent aussi le fait d'être coupées ou qu'on ne soit pas d'accord avec elles beaucoup plus négativement qu'un homme, qui supporte mieux le désagrément, donc ça c'est quelque chose aussi auquel on devrait peut-être s'habituer. Et on est 3 fois plus susceptible d'abandonner la parole quand on est interrompu qu'un homme qui la gardera quand même. Et on a tendance, les femmes, à être plus respectueuses par rapport aux règles qu'on se donne au niveau de l'interaction. Et quand les hommes ne respectent pas ces règles, ils n'en payent pas le prix. Ils ne sont pas considérés comme des casseurs de règles, mais finalement, leur stratégie de violer ces règles que se donne un groupe n'ont pas de répercussions ou sont même considérées comme gagnantes. Donc ça ressort de nombreuses études qui ont été faites et elles sont toutes référencées dans le bouquin. Mais aucune de ces études, pour le moment, n'a regardé l'effet de changer la decision rule, la règle de décision dans un groupe sur ces phénomènes. Et c'est ça que cette étude-ci a fait. Donc, ce qu'elle propose, ce qu'elle montre, cette étude, c'est que, vous voyez là, la ligne qui descend avec le triangle, ça c'est quand la décision est à la majorité, et sur les abscisses, vous avez le nombre de femmes dans le groupe. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que les femmes reçoivent plus d'interruptions négatives. En abscisse, c'est donc la proportion de négatifs dans les interruptions au total. Les femmes reçoivent beaucoup plus d'interruptions négatives quand elles sont à la majorité qu'à l'unanimité lorsque les femmes sont minoritaires. Donc, quand elles sont 1 ou 2 femmes dans le groupe, on voit qu'à la majorité, elles reçoivent beaucoup plus puisque la ligne qui descend donc est au-dessus de la ligne qui reste plutôt horizontale. Quand les femmes sont en majorité, eh bien là, elles reçoivent plus d'interruptions négatives quand on est à la règle de l'unanimité que sous la majorité. Et c'est intéressant de constater, troisième chose, que sous la règle de l'unanimité, finalement, la pente n'est pas significative. Donc, à la règle de l'unanimité, les hommes ne changent pas d'attitude par rapport à l'interruption des femmes, et ça ne dépend pas de combien elles sont dans le groupe, puisque de toute façon, elles sont nécessaires pour la décision. Apparemment, elles sont respectées, peu importe le nombre. Tandis que, donc à l'unanimité, ça ne compte pas, tandis que si la décision est à la majorité, on voit que le comportement des hommes vis-à-vis des femmes dépend vraiment du fait de savoir si elles sont nécessaires ou pas pour faire la décision. Donc là, il y a un changement d'attitude radical. Alors, ceci, c'est pour regarder les interruptions positives. On a parlé des interruptions négatives précédemment. Donc, dans les interruptions positives, ce graphe, quand on est à 1, là, c'est pour dire quand les hommes et les femmes reçoivent à égalité des interruptions positives. Donc, ils sont traités de façon égale. C'est intéressant de remarquer. En dessous, c'est quand donc, les femmes reçoivent moins d'interruptions positives que les hommes, et au-dessus, c'est quand elles en reçoivent plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Que, 1, la situation la plus proche de l'égalité, c'est-à-dire du fait que les femmes comme les hommes reçoivent le même nombre d'encouragements, eh bien, c'est la situation où les femmes sont en majorité, 3 ou 4,
dans un groupe qui décide à la majorité. On voit que les femmes qui sont en minorité, une ou deux, au moment quand les groupes décident à la majorité, c'est le petit pont rouge là, eh bien, elles sont vraiment under assault, parce qu'à ce moment-là, elles reçoivent 40% de moins, elles reçoivent 40% des interruptions positives par rapport à ce que reçoivent les hommes dans le groupe. Donc la situation d'une femme en minorité dans un groupe qui décide à la majorité est extrêmement désagréable. Et c'est intéressant de voir, parce qu'ils analysent aussi, donc, comme je vous ai dit, comment, de voir que les femmes seules dans un groupe qui décide à la majorité sont celles parmi lesquelles qui expriment le plus de support aux autres membres du groupe, bien sûr dans l'espoir d'en recevoir. Or, c'est celles qui toujours reçoivent le plus de négatifs. Les positifs, les négatifs received, le maximum c'est quand les femmes sont minoritaires dans un groupe qui décide à la majorité. Donc c'est un peu pathétique cette stratégie où on essaye d'être gentil pour être écouté, ça ne marche pas. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on n'est pas si loin. On a au bout des doigts quelque chose pour faire marcher. Parce qu'il suffit qu'on passe à l'unanimité, et vous voyez, avec le même nombre de femmes, une ou deux, et on passe à l'unanimité, là, les femmes reçoivent plus de positifs que les hommes. Et quand on croise les informations sur le temps de parole et la dynamique de la discussion, on voit que ces fameux 28,9% ne sont pas le résultat d'un comportement dominant. Ça ne résulte pas du fait que l'homme en question interrompt négativement sans élaborer tout le temps les femmes du groupe. Pas du tout. Ça résulte du fait que les femmes qui sont en majorité vont vraiment chercher et incitent l'homme à s'exprimer. Il reçoit extrêmement d'interruptions positives dans cette configuration. Maintenant, le contenu de ce que les hommes et les femmes disent. Donc à gauche, vous avez le contenu de ce que les femmes disent et à droite, le contenu de ce que les hommes disent. Comment est-ce qu'ils ont analysé le contenu de ce que disent les uns et les autres? C'est en faisant deux gros clusters de issues. Des financial issues, les questions financières et les questions de soins, care. Donc des considérations autour des besoins humains d'un côté et des considérations financières de l'autre. Et donc le rapport sur le nombre de fois qu'on prononce, on exprime des considérations financières, en ordonnée, on a le ratio des finances sur le care. Avec plus c'est bas, plus le ratio de care est bas. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? D'abord que les hommes à droite, vous voyez le rectangle vert, que les hommes à droite sont beaucoup plus consistants, c'est-à-dire que eux, dans toutes les configurations, majorité, minorité, unanimité, majorité ou être en minorité et majorité, sont entre 1 et 1,5% entre care et financial. Donc on peut dire qu'ils sont relativement bien équilibrés. Pour les femmes, à gauche, on voit que ce qui est exprimé par les femmes dépend beaucoup plus. Donc il y a une beaucoup plus grande variabilité de ce que disent les femmes en fonction des circonstances de la discussion. On voit aussi que quand on est à la majorité, et ce sont les barres foncées, donc quand il y a une ou deux femmes, on voit que c'est pathétique, je trouve, de voir que quand il n'y a qu'une ou deux femmes dans un groupe qui décide à la majorité, non seulement on ne parle pas beaucoup, mais quand on parle, on dit ce qu'on croit que les autres veulent entendre. Parce que là, on va surjouer le fait de mettre en avant les finances au lieu des soins, alors que dans toutes les autres configurations, on va plus parler de soins que de finances. Donc le peu qu'on parle, c'est encore pour être accepté et pas pour dire ce qu'on pense. Donc là, on voit qu'à l'unanimité, il y a cette énorme différence entre la première barre foncée à gauche et la barre du milieu. À l'unanimité, c'est plus consistant. On voit là que, effectivement, les femmes sont dans un ratio soins sur finances qui est raisonnable. Alors, maintenant, le résultat de ces discussions. Donc là, ce qu'on a fait, c'est de regarder en abscisse, ce que vous avez, c'est le montant du revenu minimum qui a été décidé par les différents groupes dans les différentes circonstances, avec la droite qui monte, qui est quand le groupe décidait la majorité, et quand la droite qui descend, mais en fait la pente n'est pas significative, donc elle pourrait aussi être horizontale, c'est ceux qui décident à l'unanimité, et en abscisse, comme d'habitude, le nombre de femmes dans le groupe. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le safety net, le salaire minimum qui est décidé par le groupe, est plus généreux quand le nombre de femmes dans le groupe augmente.
Et par contre, il est moins généreux, ou en tout cas stable, quand le nombre de femmes augmente et que c'est la règle de l'unanimité. Et là, on voit comment, pour aller chercher l'avis de l'homme pour faire l'unanimité, quand il est seul, comment ça vraiment plombe par rapport à 4 femmes qui peuvent décider à la majorité. L'effet que ça a. Donc voilà, ça c'était pour passer en revue les 4 choses de la dynamique. Ah, j'ai presque fini, voilà, ça tombe bien. Donc la question, ils ont vérifié que Real World, ça marche, donc ils ont regardé les school boards et en gros ça confirme. Donc voilà, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous voulez bien dire, en levant la main, si oui ou non, ça correspond ces résultats à des expériences que vous avez eues. Donc s'il vous plaît, donnez-moi pour voir si ou pas. Ok. Et pour qui est-ce que ces résultats tombent tout à fait des nues et ne correspondent pas à leur vécu? Ok. Bon. Alors, après ça, en conclusion, il y a une profonde asymétrie dans les comportements des hommes et des femmes selon qu'ils sont majoritaires ou minoritaires. Différentes formes de variabilité. On voit que le comportement des hommes varie en fonction de la règle de décision, si c'est unanimité ou majorité. On voit que les femmes varient en fonction aussi, mais c'est plus sur ce qu'elles vont dire, plus que sur la façon d'interrompre, par exemple. Donc là où les hommes varient ou les femmes varient, ce n'est pas les mêmes choses. Et bien sûr, tout ça n'est pas basé sur un manque de compétences de part ou d'autre. Et ça, je trouve très intéressant de noter que les différences de genre sont en fait de façon principale, non pas des différences essentielles qui nous collent à la peau et ce qu'on serait, mais c'est la façon dont on s'engage avec les autres et dont on envisage les relations. Donc, en fait, la situation de femmes minoritaires dans un groupe qui décide à la majorité est extrêmement pénible. C'est une expérience où les femmes sont interrompues et rarement confirmées, et ça crée des outcomes qui sont suboptimales parce qu'ils ne tiennent pas compte du tout de leur contribution. On peut arranger ça en imposant la règle de l'unanimité. Par contre, la règle de la majorité avec des femmes en majorité, c'est les circonstances où on approche de plus près une égalité substantielle, c'est-à-dire où on tient vraiment compte des avis des hommes et des femmes. Mais bien sûr, ça n'arrive pas souvent, il n'y a pas de raison que les hommes ne puissent pas être dans les réunions non plus. Donc, 2 recommandations et voir ce que vous en pensez. La première chose, c'est d'avoir cette confiance comme femme, qu'on approche mieux que les hommes des modes d'interaction qui sont des modes d'interaction optimales. Donc cette question d'être attentive, inclusive, je crois qu'on doit vraiment, au lieu de croire qu'on doit être plus compétitif, plus assertif, d'avoir confiance dans notre mode d'interaction et l'imposer autour de nous beaucoup plus que nous le faisons. Donc là, je voudrais vous demander qui trouve que ça c'est une bonne idée. Voilà, merci. Et puis, la deuxième, c'est que quand il y a des femmes à 30% dans un groupe, eh bien, il faudrait que la majorité qualifiée, ce soit au moins 65%. C'est-à-dire qu'on n'est plus jamais assiégé dans un groupe quand on est minoritaire et que la décision puisse se faire sans aucune femme. Donc, sans aller jusqu'à l'unanimité, qui serait peut-être trop, de se dire que si on met 30% de femmes, eh bien, la majorité pour décider, elle doit être au moins de 30% de femmes. Donc, qu'est-ce que je dis 75%, allez. Donc voilà ce que je proposerais comme deuxième conclusion à tirer de cette expérience. Et là aussi, j'aimerais bien savoir si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Non? Non? Au moins. Ok. Bon. Bon, bah, si vous avez envie de rester dans ces situations...